Bienvenue à la 4e masterclass sexy, smart et spirituelle. Vous l'avez fait, vous êtes arrivé au bout, bravo! Dans cette vidéo, je vous propose de vous parer de votre blouse blanche intégrative puisque nous allons aller décrypter les signaux faibles du corps et des émotions face à ce qu'on appelle communément les troubles psychosomatiques. En général, ce qu'on essaye de faire devant les troubles psychosomatiques, c'est de calmer les symptômes à coups d'antidouleur. C'est une option. Mais pourquoi ne pas raisonner en mode corps intelligent? Peut-être que le corps est en train de nous envoyer des signaux pour nous dire de modifier quelque chose dans notre quotidien. Et là, donc, nous allons décrypter en particulier le syndrome prémenstruel qui touche énormément de femmes. Mais avant cela, on va faire un petit point sur la définition d'un trouble psychosomatique. C'est un terme assez récent, du siècle dernier, du XXe siècle, qui désigne tout trouble physique qui est déclenché ou influencé par un facteur psychique. Et là, aujourd'hui, à l'ère des neurosciences, on sait qu'en fait, quasiment toutes les maladies sont psychosomatiques. Prenez une crise cardiaque, même s'il y a des facteurs mécaniques d'obstruction d'une artère dans le cœur, il y a toujours un facteur psychique, émotionnel, un facteur de stress qui est associé. Prenez même une simple entorse de cheville. J'ai suivi des pompiers pendant 5 ans et il y a beaucoup de traumatisme chez les pompiers et je peux vous dire qu'à chaque fois quand on se pose pour leur demander est-ce qu'il y a un facteur de stress, un facteur de fatigue concomitant de l'événement, c'est toujours le cas. Et en fait, c'est évident, on a un système de protection de la cheville qui fait que même s'il y a un faux mouvement parce qu'il y a un obstacle sur la piste, le corps est capable de se réadapter et de récupérer le faux mouvement. Ce qui fait qu'il y a une entorse, c'est qu'il n'y a pas eu récupération. Et ça, souvent, c'est dû à une fatigue intense ou à un choc émotionnel, un choc psychique. Donc, dans tous les cas, le psychique est relié au corps. Et en fait, c'est une erreur de dire qu'on a l'esprit d'un côté et le corps de l'autre et qu'ils sont en interaction. Dans une vision intégrative, et moi je me base sur l'Ayurveda, en fait, nous sommes un continuum d'informations et d'énergie qui circulent. Et en fonction de notre niveau de conscience, on va soit être dans la matière, dans le corps physique, soit être dans l'âme, dans l'invisible. C'est en ça que je trouve l'Ayurveda vraiment passionnant et d'actualité, puisque dans la vision du vivant de l'Ayurveda, quand on va en dessous de la taille de l'atome, nous serions que des grands espaces de vide dans lesquels circuleraient des particules à très grande vitesse, un véritable microcosme dans le macrocosme. Donc ça rejoint vraiment la physique quantique. Alors, comment est-ce que l'Ayurveda explique la santé et la maladie? Nous sommes constitués, selon l'Ayurveda et le yoga, de 5 corps. On dirait même peut-être de 6 corps si on inclut l'environnement dans lequel nous vivons. L'environnement fait partie intégrante de notre physiologie, puisque l'oxygène que nous respirons vient des arbres autour de nous et le CO2 que nous rejetons retourne aussi aux arbres. Ensuite, ce que vous avez là en rouge, c'est le corps physique, qui pour l'Ayurveda est une simple interface entre l'intérieur, le microcosme, et l'extérieur, le macrocosme. Parce que l'énergie qui circule entre intérieur et extérieur est la même. Cette interface, c'est celle que nous connaissons très bien grâce à la médecine occidentale, puisqu'on l'a disséquée, analysée au microscope, scannée en long, en large, en travers. Ce sont nos organes, nos tissus, nos cellules, et c'est ce que notre médecine occidentale sait soigner. Là où ça devient intéressant, c'est que nous ne sommes pas que ce corps physique, nous avons aussi une autre dimension qu'on appelle un corps énergétique. Alors je vous rassure tout de suite, si vous avez un esprit scientifique et que vous commencez à vous dire « Tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, énergétique, qu'est-ce que c'est ?» C'est simplement notre système nerveux sensoriel et sensitif qui est capable de ressentir les changements intérieurs et extérieurs. Et en effet, ce corps énergétique, c'est tout ce qui circule en nous, que ce soit notre respiration, nos émotions, c'est le fameux Qi de la médecine chinoise, ou encore le prana en Ayurveda. Encore un peu plus subtil, on va rentrer dans le jaune, donc le corps mental, c'est le corps des pensées.
Là, il n'est pas du tout, le corps des pensées n'est pas du tout proportionnel. Parce que si on faisait le corps de pensée d'une personne, il serait vraiment énorme. Aujourd'hui, on sait que le cerveau humain est capable de produire jusqu'à 90 000 pensées par jour. Et presque 90% de ces 90 000 pensées sont les mêmes que la veille. Pour vous dire que le mental travaille beaucoup. Et c'est son but en fait. Il fonctionne comme ça en hypothèse de travail, qu'il teste, qu'il expérimente, qu'il annule. Et le but, c'est pas de lui dire d'avoir zéro pensée. Quand on découvre une pratique de méditation, par exemple, certaines personnes peuvent avoir tendance à se dire j'ai envie d'avoir zéro pensée, c'est pour ça que je viens méditer. Et là, il faut les rassurer en leur disant le but d'une méditation, c'est pas d'avoir zéro pensée, c'est plutôt d'apprendre à observer ces pensées, de plus s'identifier à elles. Parce qu'un électroencéphalogramme plat, c'est pas bon signe. Le mental, il crée de la pensée. Par contre, en apprenant à se détendre, en fait, on va calmer ce mental et ça va nous donner accès à ce qu'on appelle le corps expérimental, que j'ai représenté ici en vert. C'est le corps de nos ressources, de notre capacité à imaginer, à créer, à rêver. C'est un corps très développé chez les enfants et qui, avec l'adolescence et l'âge adulte, se restreint puisque avec nos conditionnements, que ce soit à l'école, au travail, on se réduit le champ d'accès à ce corps expérimental. Et toutes les approches de relaxation, de sophrologie, de méditation nous permettent d'accéder à ce corps expérimental. C'est aussi de ce corps qu'émane notre besoin de sens. Quand on arrive à donner du sens à ce qui nous arrive, même si c'est une maladie grave, même si c'est un traumatisme grave, même si c'est une perte importante, on le vit vraiment différemment que si on nous octroie pas cette possibilité de donner du sens à ce qui nous arrive. Et enfin, le dernier corps que j'ai mis au centre qui est violet, c'est le corps d'unité. Et on pourrait parler d'âme, c'est notre âme qui s'incarne dans la matière à travers ces différentes couches. Être en bonne santé, ça veut dire être connecté à tous ces corps. De l'âme en passant par le corps expérimental, le mental, l'énergétique et le physique. Ce qui va se passer à un moment donné, s'il y a une blessure de l'âme, ça va avoir des répercussions sur le corps expérimental et la personne va avoir de moins en moins accès à ses ressources. Ça va se manifester ensuite dans le corps mental, où il va y avoir un ensemble de boucles répétitives de pensées sous forme de rumination qui vont se mettre en place. Et ensuite, ça va avoir un impact sur le corps énergétique. La personne va ressentir un désalignement, une baisse de motivation, une baisse d'énergie, une difficulté à se mettre en mouvement le matin, alors qu'il n'y a pas de facteur clairement identifié. Ça peut même se manifester par une baisse de l'appétit, une baisse de morale, par des douleurs chroniques diffuses. Et c'est là, en fait, on va voir que pas mal de classifications de troubles psychosomatiques vont rentrer. Et finalement, au bout d'un moment, le corps énergétique va céder et il va y avoir l'apparition dans le corps physique d'une anomalie. Et là, ça va pouvoir être diagnostiqué, mesuré, et on va éventuellement proposer un traitement curatif à ce stade, d'un point de vue médical. Et là, on voit la différence entre une approche médicale pure et une approche ayurvédique, c'est qu'on n'est pas que dans le curatif en ayurveda. Comme on peut décrypter en amont un déséquilibre avant qu'il soit visible, on peut agir à titre préventif. Et deuxième chose, on peut aussi agir dans les racines du mal. Parce que c'est vrai que face à un symptôme physique, ce qu'on va faire, on va le traiter, et puis on va passer à autre chose. Et tant qu'on n'aura pas réglé les problèmes sous-jacents, le corps va trouver différents moyens de faire réémerger une souffrance, un mal, un symptôme, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on se rende compte qu'il faut saisir, entre guillemets, le taureau par les cornes. Donc cette vision intégrative de la santé et de la maladie, je la trouve très intéressante pour nous qui explorons le champ des possibles en matière de santé. Mais surtout, ça permet d'ouvrir, encore une fois, une grille de lecture à des personnes qui, pendant longtemps, étaient enfermées dans une case, dans un symptôme. Je pense notamment à pas mal de femmes qui sont suivies pour une fibromyalgie,
où on leur dit que oui, le corps physique est en souffrance, mais c'est dans la tête, on ne sait pas l'expliquer, et du coup, la personne reste bloquée dans la zone douloureuse, et lui dire qu'en fait, vous n'êtes pas que cette zone douloureuse, mais vous êtes tout ça, tous ces 5 corps, tous ces 6 corps, mais ça va permettre de l'aider à lâcher la zone de tension et d'aller explorer ses ressources dans d'autres parties d'elle-même. Et si on revient à notre cas clinique du syndrome prémenstruel, donc ça c'est vraiment un gros casse-tête du médecin généraliste qui reçoit en consultation pas mal de femmes qui viennent pour ce symptôme-là. Donc dans une lecture par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur les différentes phases du cycle, sur les éléments, sur la nature et sur ces 5 corps, le syndrome prémenstruel, il est défini par des tensions importantes dans la région du ventre, décrites chez une femme quelques jours avant d'avoir ses règles. Ça peut aussi être associé à des tensions au niveau des seins. Donc ça, c'est une définition physique. Et si on calque à ça la phase dans laquelle se trouve la femme à ce moment-là, c'est la phase de créativité, de besoin de sortir des cases, la phase de l'air en fait, qui ne peut pas rester enfermé dans une boîte. Et ce qui se passe souvent quand on discute avec une femme qui se sent dans ces tensions-là quand elle va approcher ses règles, c'est que elle sent qu'elle est contrainte, soit par son métier, soit par son activité, de devoir assurer autant qu'à d'autres moments de ses cycles. Donc en fait, c'est des contraintes extérieures de la société qui fait qu'elle ne trouve pas l'espace et la liberté de laisser son corps faire ce qu'il a envie de faire. S'il a besoin de se poser, de dormir plus longtemps, qu'il puisse dormir plus longtemps. S'il a besoin de bouger, qu'il puisse bouger plus facilement. Si elle a besoin de prendre plus de temps dans la nature, de respirer. Ça, c'est intéressant de voir comment est-ce que nous sommes tellement conditionnés par notre quotidien, par notre société, qu'on oublie d'aller demander à notre corps de quoi il a besoin. Et donc souvent ce que j'ouvre moi comme piste pour les femmes qui se plaignent donc de ce mal, c'est de se dire, de prendre le temps déjà de déculpabiliser et de se dire que si elles ne font pas tout ce qu'elles ont à faire à ce moment-là, c'est pas grave, elles auront d'autres moments dans les jours à venir qui seront plus propices. Et surtout, comment est-ce qu'elles peuvent trouver un moyen de laisser cet air qui a besoin d'espace pour créer se manifester. Quelle activité créative pourrait lui faire du bien pour libérer cet excès d'air, cette tension qui s'accumule? Et ça peut passer par du coloriage de mandala, ça peut passer par des séances de yoga, plus de relaxation. Il y avait aussi des études qui avaient été faites en Espagne auprès de gynécologues qui prescrivaient des séances de danse orientale à leurs patientes qui se plaignaient de syndrome prémenstruel. Et elles avaient des effets très très intéressants. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a beaucoup aidée dans mon cheminement de femme à l'époque où je faisais beaucoup de danse. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'intègre une pratique de danse dans mon programme en ligne sur 9 mois, parce que je trouve que vraiment c'est un moyen très efficace pour revenir dans le corps et lui laisser sa liberté de reconnexion à toutes ses ressources. Alors pourquoi la danse orientale ? Si vous en avez déjà fait ou si vous en avez déjà vu, c'est vrai qu'on utilise énormément les muscles du bassin et des hanches, et c'est la zone principale qui est mise en tension pendant la phase prémenstruelle, qui peut être douloureuse. Et c'est là où s'accumule ce fameux excès d'air en lecture ayurvédique. Et le fait de combiner sa respiration avec des mouvements guidés des hanches et du bassin, ça permet de calmer la tension au niveau local. Et ça nous permet aussi de nous reconnecter à notre corps expérimental, des ressources, et à rentrer dans une énergie plus posée, plus calme, qui va sortir un petit peu du speed du quotidien. Donc 6 pistes simples et concrètes pour accueillir cet air qui a besoin de s'exprimer lors du syndrome prémenstruel, libérer sa créativité à travers un coloriage de mandala,
danse avec mobilisation hanche, bassin, ventre, danse orientale, danse africaine. Un yoga plutôt yin yoga, détente, relaxation. Un automassage du ventre, ça peut être très 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 efficace avec de la chaleur pour calmer un petit peu cet excès d'air. L'utilisation d'huile essentielle, soit en inhalation, soit à mettre dans son huile de massage du ventre, des huiles plutôt relaxantes comme la lavande. Et surtout, vous autorisez à vous créer une fenêtre slow. C'est le moment de ralentir. Vous arrivez en fin de cycle. Le corps commence à se poser et a besoin, après ces 2 phases d'extériorisation intense du feu et de l'ovulation, il a besoin maintenant de revenir à la maison, de se poser et puis voilà, de cultiver un peu cet amour intérieur plutôt que de culpabiliser de ne pas arriver à faire tout ce qu'on nous demande de faire. Voilà, nous arrivons à la fin de ces 4 masterclass sexy, smart et spirituelles. J'espère qu'elles vous ont ouvert des pistes pour votre cheminement personnel. Et n'hésitez pas à faire vos partages, vos commentaires dans les box commentaires prévus à cet effet sous la vidéo. Il nous reste encore 2 bonus pour celles qui ont envie d'aller plus loin et qui ont envie d'en savoir plus sur le programme en ligne qui va débuter à la rentrée prochaine. Devenez l'artiste de votre santé. Un programme intégratif sur 9 mois qui va se dérouler en ligne. Et je vous donnerai tous les détails de son contenu, de l'évolution et tous les cadeaux qui vont avec, notamment pour les premières qui s'inscriront à ce programme. Il y a aussi un 2e bonus où j'ai compilé un peu toutes les questions fréquentes qu'on me pose par rapport au programme et par rapport au féminin en général, à savoir comment est-ce que les femmes qui n'ont pas ou qui n'ont plus de règles font. On est toutes cycliques, hein, avec ou sans règles, donc il y aura d'autres moyens de suivre ces cycles. Pareil, la question de comment on fait quand on est une adolescente et qu'on n'est pas encore réglé. Et les hommes dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Vous inquiétez pas messieurs, vous aussi vous êtes cycliques, on le sait, et il y a des moyens pour vous reconnecter. Et souvent, si vous vivez en couple avec une femme, vous verrez qu'il y a des synchronicités très intéressantes à vivre. J'espère à très bientôt, et je vous souhaite le meilleur.